Ok. Tu veux bien l'installer? Ouais. Bonjour. Je souhaitais faire un petit point sur les dernières évolutions jurisprudentielles en matière d'indemnisation de victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles dans le cadre de procédures en reconnaissance de la faute inexcusable. Vous le savez, dans ce cadre, le salarié a droit à la majoration de la rente qui est versée par la caisse primaire d'assurance maladie et il a la possibilité de solliciter l'indemnisation des préjudices visés à l'article 452.3 du Code de la sécurité sociale, et notamment les souffrances physiques et morales, le préjudice d'agrément, le préjudice esthétique et les pertes de possibilités de promotion professionnelle. Jusqu'à très récemment, c'était les seuls préjudices indemnisables. Cependant, le Conseil constitutionnel en 2010 et la Cour de cassation, par le biais d'une série d'arrêts rendus en 2012, a permis aux salariés de solliciter l'indemnisation de préjudices qui ne seraient pas couverts en tout ou partie par le livre 4 du Code de la sécurité sociale. Et c'est dans ce cadre que, naturellement, on s'est interrogé sur la finalité indemnitaire de certaines prestations, et notamment de la rente accident de travail maladie professionnelle. Et c'est dans ces conditions que la Cour de cassation, en 2009, a rendu une décision en considérant que cette rente avait une nature mixte, duale, pour reprendre un terme à la mode récemment, et qu'elle avait pour finalité d'indemniser toute la sphère économique du dommage, notamment les pertes de gains, l'incidence professionnelle, les pertes de droit à la retraite, les pertes de participation et d'intéressement, et également la perte d'emploi. Et en complément, un poste de préjudice personnel, le déficit fonctionnel permanent, qui est un préjudice de droit commun, qui lui-même est composé de 3 composantes: l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, les troubles dans les conditions d'existence et les souffrances physiques et morales post-consolidation. Cette jurisprudence de la Cour de cassation de 2009 a eu pour conséquence immédiate une baisse des indemnisations, notamment du préjudice lié aux souffrances physiques et morales, puisque ce poste de préjudice n'était plus apprécié de manière globale, vie entière, mais cantonné à la période entre la survenance de l'accident et la consolidation de l'état de santé de la victime. Elle a trouvé une illustration plus dramatique encore pour les victimes atteintes de cancer liés à une exposition professionnelle à une substance nocive, puisque dans ce type de pathologie, on a souvent une coïncidence entre la date de première constatation médicale de la maladie et la date de consolidation. On ne pouvait donc pas objectiver de période entre le diagnostic et la consolidation. Il n'y avait pas de souffrance indemnisable au sens du Code de la sécurité sociale, et les souffrances post-consolidation étaient indemnisées par la rente, ce qui a conduit certaines juridictions à considérer qu'il n'y avait pas d'indemnisation pour ce poste de préjudice. C'est cette situation qui a abouti au spectaculaire revirement de jurisprudence de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, qui a considéré, dans une espèce où le salarié s'était vu supprimer toute indemnisation de ses souffrances physiques et morales alors même qu'il a été atteint d'un cancer bronchopulmonaire, et qui a conduit la Cour à considérer que la rente accident de travail maladie professionnelle n'indemnisait pas le déficit fonctionnel permanent. Ce poste n'est donc pas couvert en tout ou partie par le livre 4 du Code de la sécurité sociale et est donc indemnisable de manière autonome dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Cette décision constitue une avancée significative en matière d'indemnisation des victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles, mais constitue également un risque financier majeur pour les employeurs et leurs assureurs.